bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, nous allons parler des sorties littéraires en cette fin d'année. Alors malheureusement j'ai pas trouvé, enfin il y a une sortie littéraire qui me hype un petit peu au mois de décembre, mais sinon ça va surtout être des sorties pour octobre et novembre. Alors oui, je sais, on est un petit peu en retard, mais je me suis dit que ça pouvait quand même être sympa de vous la sortir et vous avez été en majorité à voter oui également au sondage que j'ai fait. Donc voilà, nous allons parler uniquement des sorties de octobre et de novembre principalement. Et je me dis que ça peut aussi être une idée de cadeau de Noël, enfin des idées en tout cas cadeau de Noël avec un petit récapitulatif des dernières sorties qui peuvent vous tenter. Enfin moi en tout cas j'en ai noté vraiment pas mal pour octobre et novembre, donc je suis très contente. Il y en a certains d'ailleurs, certaines sorties que j'ai déjà lues, donc ça aussi ça peut apporter un petit plus je trouve à la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous plaît, si le concept vous plaît, etc. Si vous voulez que je continue pour 2024 des vidéos donc sorties littéraires en essayant voilà, de reprendre un rythme un peu normal pour les vidéos sorties littéraires. Et je vous invite également à commenter, à me dire en commentaire quelles sont les sorties qui en cette fin d'année vous ont vraiment tenté, que vous avez lu peut-être, etc. Ça m'intéresse de le savoir. En tout cas, sans plus attendre, je vous laisse avec la suite de la vidéo et comme d'habitude, ces vidéos sont chapitrées, donc vous avez en bas, j'ai déterminé les sorties pour le mois d'octobre et ensuite je ferai novembre puis décembre où il n'y a qu'une seule donc sortie. Voilà, pour si ça vous intéresse à voir que les sorties de novembre par exemple, vous pouvez. Je vous laisse du coup maintenant de suite avec cette longue vidéo. La première sortie, je l'ai et je l'ai déjà lue. Il s'agit de Café Engel de Anne Jacobs, qui a écrit du coup sous un pseudonyme, Anne Jacobs, qui a écrit notamment La Villa aux Étoffes. C'est sorti du coup le 4 octobre dernier aux éditions HarperCollins en format du coup broché. C'est donc le premier tome d'une saga historique bien sûr. Alors le deuxième tome, je pense qu'il va sortir l'année prochaine. Nous sommes en Allemagne en 1900, un petit peu avant la Seconde Guerre mondiale, puis ensuite on suit les personnages pendant la Seconde Guerre mondiale et un petit peu après. On a toute une ribambelle en fait de personnages, on en a plusieurs, dont notamment deux jeunes filles qui s'appellent Hilde et aussi Luisa, sa cousine Luisa. On est sur la vie en fait d'un café et c'est très très intéressant d'avoir comme ça le quotidien des civils pendant la Seconde Guerre mondiale en Allemagne. On a souvent le côté français en fait qui est un petit peu énoncé dans les romans de manière générale. Et j'ai bien aimé ce roman malgré tout. Pour moi il y a quelques longueurs, il n'équivaut absolument pas l'excellente saga donc de la Villa aux Étoffes. Mais il est assez sympathique en tant que roman historique, voilà, saga familiale, je vous le conseille quand même. Ensuite, autre sortie de début octobre, il s'agit de La femme de ménage de Frieda McFadden aux éditions J'ai lu donc au format poche, c'est sorti le 4 octobre dernier et il me tente beaucoup, d'où du coup ma réception, je ne l'ai pas encore lu, mais on suit une femme de ménage et on suit tout un tas, apparemment c'est un vrai thriller très addictif, très prenant, un thriller un peu psychologique où on est un peu sur également un thriller domestique qui se déroule dans une maison d'une riche famille et en fait la propriétaire elle cache un peu des choses et comme on le voit ici la femme de ménage finalement est au courant de plein de choses et sent que voilà, la tension monte petit à petit. Qu'est-ce qui va se passer après? Il a l'air trop bien. Si vous l'avez lu, bah, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Et le 4 octobre dernier aussi est sorti du coup le tome 2 de La femme de ménage, les secrets de la femme de ménage aux éditions City, donc au format broché. Voilà, pour celles qui ont adoré en tout cas le premier tome, le deuxième tome est du coup disponible. Toujours le 4 octobre est paru Le diamant d'Odessa de Kate Quinn que j'ai lu et que j'ai adoré, que je vous conseille à fond, où on est sur l'histoire d'une vraie, d'ailleurs, histoire vraie, de Lyudmila Pavlichenko, la tireuse d'élite dans dans l'armée soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale, et vraiment c'est une vraie épopée romanesque, tout ce qu'on aime. Il y a également une alternance en fait entre le passé en fait de Mila pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant qu'elle est au front, donc en tant que tireuse d'élite. On a sa vie personnelle et surtout on la suit quelques années plus tard lorsqu'elle va, enfin c'est même pas quelques années plus tard parce que la Seconde Guerre mondiale n'est même pas finie, donc je pense que c'est en 1944-45 où elle va faire propager la propagande russe
aux États-Unis et elle va se lier d'amitié avec la première dame des États-Unis, donc Roosevelt, Eleanor Roosevelt. Et en même temps, on est un peu sur cette ambiance très suspense parce que on sait dès le début qu'il y a quelqu'un qui veut la tuer. Donc il y a un tueur à gages qui est là pour tout simplement mettre fin à ses jours et il y a un truc comme ça, une ambiance très pesante. En même temps il y a des flashbacks réguliers et franchement j'ai adoré cette histoire, je ne peux que vous la conseiller si vous êtes fan de romans historiques. L'autre sortie s'est parue le 5 octobre dernier, il s'agit de Petit meurtre à Endgame de Alexandra Benedict et cette fois-ci on a l'air d'être sur une sorte de cozy mystery, donc c'est sorti j'arrive plus à parler, sorti au format poche, donc chez Pocket. Il s'agit d'un huis clos mortel à l'approche de Noël. Voilà, une sorte de cozy mystery, un peu huis clos comme ça, ou un petit polar en fait, un petit peu. On suit notamment le personnage, au niveau du personnage principal, Lily, qui reçoit une lettre de sa tante qui vient de décéder. Dans cette lettre, en fait, sa tante lui dit qu'il faut qu'elle sache la vérité et pour ça, elle doit se rendre donc au manoir où va y avoir un jeu de pistes. Il y a quelque chose, voilà, avec notamment la mort de sa mère qui la hante, on a besoin, en fait, tout simplement, elle a besoin de savoir qui est l'assassin, etc. Et apparemment, on est un peu sur une sorte de Cluedo, cozy mystery, comme ça, un peu sympathique. Il me tentait bien, donc je me l'étais noté en tout cas sur les sorties littéraires d'octobre. L'autre sortie où je me dis pourquoi pas, il s'agit de La fille de l'ogre de Catherine Bardon, paru donc le 5 octobre dernier au format poche chez Pocket. On est cette fois-ci sur une histoire vraie, l'histoire de Flor de Oro Trujillo, la fille d'un des plus sinistres dictateurs que la Terre ait porté. On est dans les années 1915-1920 et en fait on va suivre un petit peu son destin, son histoire qui est du coup très fortement inspirée, je me demande si c'est très très fortement inspiré de cette personne qui donc a réellement existé. Il me tentait beaucoup, un bon roman historique je pense. Le fait que ce soit inspiré aussi de faits réels, je trouve que ça donne quelque chose de plus au récit. Donc voilà, dans ma wishlist en tout cas. Le 5 octobre dernier également est paru Les armes de la lumière de Ken Follett aux éditions Robert Laffont, donc au format broché. Ça fait partie, il me semble, de sa saga sur les piliers de la Terre. Je me suis dit que j'allais le mettre en fait dans cette sélection parce que si vous êtes fan de romans historiques, vous êtes peut-être là et peut-être que vous êtes également fan de Ken Follett. Cette fois-ci, on est dans l'Angleterre du XVIIIe siècle et on suit visiblement les tisserands. Alors que la guerre en fait est aux portes de l'Europe, la vie des habitants de Kingsbridge est sur le point de basculer. On suit une fileuse qui est témoin d'un accident tragique qui va bouleverser sa vie et bon voilà, je vous dis pas plus mais je pense qu'on est quand même sur un tome. Après je suis pas experte de Ken Follett mais voilà, peut-être que cette sortie peut vous intéresser. Le 10 octobre dernier est paru Les personnages s'éveillent sous les flocons de Sophie Jomain au format poche, donc chez Charleston Poche. Je l'ai lu récemment et j'ai bien aimé cette histoire. On suit en fait tout simplement l'histoire d'une petite famille où ils sont trois, la mère, enfin le grand-père, la mère célibataire et son petit qui a une déformation au visage, une déformation faciale, est-ce qu'on peut appeler ça comme ça. Ils sont proches de Megève, en plein du coup dans la montagne française, et ils élèvent des rennes en semi-liberté. À un moment donné, du coup, ils ont également des chambres d'hôtes et il y a quelqu'un qui vient, qui veut tout simplement, qui a des mauvaises intentions, qui veut en fait voir comment les rennes sont élevées pour pouvoir tout simplement avoir de la viande de renne à son menu à Noël parce qu'il est cuisinier. Et vous vous en doutez, ça part un petit peu comme ça en cacahuète, mais ça part surtout en comédie de Noël. C'est une vraie comédie de Noël parfaite pour la période, je trouve. Je ne peux que vous le conseiller parce que je l'ai bien aimé. Après, il y avait juste quelques scènes qui m'ont un petit peu dérangée, puis surtout le personnage voilà, principal masculin. Bof, mais sinon l'ensemble était très chouette. Si vous avez envie d'une lecture doudou parfaite pour la saison, franchement foncez, il est cool. Le 11 octobre dernier est paru La doublure de Melissa d'Acosta au format poche, donc chez Le Livre de Poche. C'est un roman auquel j'ai pas trop envie de lire le résumé, j'ai entendu quand même pas mal d'avis
plutôt élogieux, quoique très très intrigué sur l'histoire, parce que je crois qu'on est un peu sur l'histoire d'un trouble, si je me trompe pas, ou du moins il est question en tout cas de plaisir charnel, de manipulation. On est sur un roman assez noir et ce qui change effectivement de ce que Melissa d'Acosta a l'habitude d'écrire. Je sais pas s'il me tente en toute franchise. Après j'ai quand même lu de Melissa d'Acosta cette année un de ses romans et donc j'ai découvert sa plume que j'aime beaucoup. Et en fait en découvrant du coup Je revenais des autres, je l'imagine complètement écrire ce genre d'histoire. Je pense que ça peut vraiment être très intriguant et du moins impactant à la lecture. Donc voilà, je voulais vous souligner en tout cas sa sortie poche. Le 12 octobre dernier est paru La disparue de Belle-Île de Christophe Ferré. C'est un thriller. Il me tentait franchement beaucoup, donc c'est paru aux éditions de l'Archipel en format broché en grand format. Et en fait on suit une disparition inquiétante, très glaçante sur l'une des plus belles îles de France, évidemment l'île de Belle-Île. Où est passée Chloé? On n'a plus aucune trace de cette jeune ostéopathe depuis une soirée qui s'est terminée dans les cris. Et plus étonnant encore, sa voiture est tout aussi introuvable alors qu'elle n'est jamais repartie de l'île par le bac du coup qui relie l'île au continent. Un mystère comme les aime Léa, une journaliste qui ne tarde pas à comprendre que sa présence dérange, un suspense plein de faux pistes, de rebondissements inspirés d'un fait divers jamais résolu, la mystérieuse disparition de la pharmacienne de Belle-Île. Ça a l'air incroyable. Donc voilà, je me suis mis en tout cas dans ces sorties littéraires. Peut-être que j'attendrai le format poche pour me le procurer, mais en tout cas j'ai vraiment envie de lire cette histoire. Le 12 octobre dernier est paru une pépite. Il s'agit du Cozy Christmas Mystery de Karine Pitoki. Retour à Sainte-Marie-Île, donc c'est paru au format broché chez Robert Laffont, leur collection du coup de Cozy Mystery La Bête Noire. Et franchement je ne peux que vous le conseiller si vous aimez les Cozy Mystery, si vous aimez l'ambiance de Noël. Foncez, les personnages sont hyper attachants et en plus voilà, je suis totalement dans le mood en ce moment. Vraiment je vous le conseille parce que l'enquête aussi est assez sympathique. On suit en fait tout simplement un personnage principal assez fort en caractère quand même, qui s'appelle Joanne, qui va revenir en fait dans la maison dont elle a hérité, la maison de sa grande tante Gladys. Et il y a finalement pas mal de meurtres qui sont commis, enfin du moins il y a des vieilles dames qui décèdent les unes après les autres et ça, Joanne va un petit peu quand même enquêter parce que ça a un rapport notamment avec la mort de Gladys. Et on a également son amitié avec le pasteur du village. On la retrouve en fait, elle veut tout simplement, elle vient de se faire larguer et elle va se cacher en fait dans cette maison à la base de la base. Et vous allez découvrir qu'il y a toute une ribambelle de personnages très forts en caractère ou en couleur, mais c'est très chouette. Il y a un humour qui est vraiment génial et que j'ai adoré dans ce premier tome du coup de saga. Le 13 octobre dernier est paru le tome 3 des Dames de Marlowe de Robert Thorogood aux éditions du coup de la Martinière en grand format et j'adore cette saga, j'ai adoré le premier tome, il faut absolument que je lise le deuxième tome qui est ici. Franchement trop bien. On suit du coup trois mamies un peu fantasques, un peu déjantées. Non, toutes les trois elles sont pas mamies, il y en a une qui est vraiment mamie, les deux autres sont un petit peu plus jeunes qu'elle quand même. Et ces trois personnages en tout cas hauts en couleur sont terriblement attachantes et en fait on est sur un pur Cozy Mystery où on les suit dans leurs enquêtes en tout cas pour résoudre plein d'énigmes et de mystères et c'est un tome 3 donc je peux pas vous dire le résumé mais je suis ravie de cette sortie que j'espère très vite me procurer. Le 19 octobre dernier est paru La Baronne des Glaces de Nicole Vosseler aux éditions de l'Archipel, mais c'est Archipoche en fait, les éditions de l'Archipel version poche, c'est ce que je voulais dire. On est sur un tome 1 d'une saga et elle a l'air vraiment géniale cette saga. On est en Russie en 1822 et en fait on va suivre Katia qui a un don, elle sait lire la glace, c'est-à-dire qu'elle en perçoit les vibrations et les qualités. Et son frère aîné Grisha peut prédire le temps qu'il va faire. Tous deux donc décident de fuir leur village, laissant derrière eux leur enfance misérable. Ils rêvent en fait d'une vie meilleure. Et le périple les mène sur la Baltique au port de Hambourg où s'associent avec Thilo et Tristan
Christian, pardon, deux frères propriétaires d'une société de négoce. Ensemble, ils imaginent un plan audacieux, prélever la glace des lacs du Nord et en faire commerce jusqu'en Inde. Mais la voie du succès est semée d'embûches et les sentiments naissants entre Katia et Christian, j'arrive pas à Katia et Christian, c'est difficile à dire, qui est marié, menacent de faire fondre les rêves de la jeune baronne des glaces. Inspiré de l'histoire d'une dynastie de commerçants intrépides, le premier tome d'une saga mêlant amour, drame, aventure. J'adore, c'est tout ce que j'aime. Donc voilà, il me tentait beaucoup. Le 19 octobre dernier est paru Les Meurtres du Low Country de Arthur Serre aux éditions 10-18, donc au format poche. C'est, vous savez, la nouvelle collection 10-18 en collaboration avec le magazine Society qui donc relate de manière romancée des faits divers, donc qui ont réellement existé, True Crime, je crois que ça s'appelle comme ça. Et cette fois-ci, en fait, on va suivre, on est en Caroline du Sud en janvier 2023. Et on va suivre Alex, quatrième descendant d'une famille de notables, avocats et procureurs, qui comparaît pour la première fois devant le jury du tribunal de Colleton. Il est accusé d'avoir tué sa femme Maggie et son fils Paul dans la soirée du 7 juin 2021. On est visiblement sur une histoire un peu de dealer, ou du moins l'idée de la famille, du succès, du pouvoir, de la violence, l'histoire d'une dynastie sur le déclin dans un pays en déclin. La petite ville de Walterboro se prépare pour le procès du siècle et l'ouragan du true crime s'apprête à déferler au sud d'un état trop petit pour être une république, trop grand pour être un asile de fous. Ce procès donc en gros met un point final à une saga qui a fasciné les États-Unis pendant plusieurs mois. Une histoire folle, étrange, mêlant crimes financiers, opiacés, corruption, tentative de suicide déguisée en meurtre et autres morts mystérieuses entre 2015, 2018 et 2019. Il a l'air assez intéressant malgré la thématique, donc voilà, il me tente beaucoup. Et enfin, dernière sortie d'octobre que j'ai dans ma pile à lire, il s'agit d'un Zoé Brisby, la fille qui n'aimait pas Noël, qui est paru au format poche, donc le 25 octobre dernier chez Le Livre de Poche. Il me tente terriblement, je me suis mis pour ma pile à lire là de décembre, j'allais dire de Noël, oui, ça fait partie en tout cas de mes lectures pour Noël. Il a l'air très sympa parce qu'en fait on suit un personnage qui, comme son titre l'indique, n'aime pas Noël, et en même temps on suit Ben qui travaille dans une grande maison d'édition, qui est cantonné à la rédaction des lettres de refus aux auteurs malheureux jusqu'au jour où il découvre un manuscrit qui pourrait révolutionner la littérature et donner un élan salvateur à sa carrière. Pour convaincre le mystérieux auteur de signer un contrat de publication, il va partir du coup à Arnaque-la-Poste, qui existe vraiment, qui se situe pas très loin de Limoges. Petite ville de 951 habitants et capitale mondiale de Noël, alors ça c'est faux. Fier de son parcours, fier de son concours de chocolat chaud, de ses tours en calèche et de son célèbre marathon. Mais à son arrivée sur place, rien ne se passe comme prévu. L'écrivain lui propose un drôle de marché, redonner le sourire à Lali, sa fille, en échange de sa signature. Entre sa timidité maladive et sa phobie de Noël, Ben parviendra-t-il à accomplir sa mission ? Voilà, je trouve que c'est un peu le genre de roman doudou parfait pour la période. Nous allons passer maintenant aux sorties littéraires du mois de novembre. Et la première sortie que je m'étais notée, il s'agit de La Reine du Noir de Julia Barthes, qui est paru le 2 novembre dernier aux éditions Sonatine, donc au format broché. Il a l'air assez glauque. On est en fait, si vous voulez, à Blackbriar, qui est cette sorte de manoir là sur la couverture. Et Rosa est une romancière de génie, et peut-être plus encore une sorte de gourou si vous voulez. Grâce à elle et à son livre qui s'intitule La langue du démon, nombre de jeunes filles et de femmes ont cessé de se considérer comme de petites créatures fragiles, et elles ont exploré donc leur côté sombre, pulsionnel, sexuel visiblement. Aussi, quand la grande prêtresse du roman d'honneur féministe décide d'offrir à 5 d'entre elles un séminaire d'écriture dans son manoir de Blackbriar, isolé au milieu des montagnes, les candidatures affluent, et peu importe que évidemment cette femme soit un peu controversée. Et on va suivre en fait comme personnage principal Alex, qui est une jeune autrice qui voit forcément ici la chance de sa vie, et elle va participer du coup à cette sélection
Rosa, donc la fameuse gourou, va décider d'instaurer une compétition acharnée et il y a des tensions petit à petit qui vont monter jusqu'au jour où il y a l'une d'entre elles qui va disparaître. Voilà, il a l'air un peu glauque, un peu sombre, mais il me tente beaucoup. Le 8 novembre dernier est paru Fille d'un temps nouveau de Carmen Korn aux éditions HarperCollins Poche, donc au format poche, et il me tente beaucoup parce que pareil, on est sur une sorte, alors c'est un tome 1, on est sur une sorte de saga romanesque historique, on est en Allemagne dans les années 1919, et tandis que l'Europe se relève avec peine de la guerre, on va suivre une nouvelle génération et notamment plusieurs femmes issues de la bourgeoisie. On suit la jeune Annie qui embrasse une carrière de sage-femme aux côtés de Kat, fervente militante communiste. Elles vont croiser Ida, qui est une riche aristocrate à l'âme rebelle, et Lina, farouchement libre et anticonformiste. Rien ne les destinait à se rencontrer et pourtant les 4 jeunes femmes vont nouer une amitié indéfectible dans la folle ambiance des années 1920. Mais très vite, la joie de l'après-guerre laisse place à des moments plus sombres et leur sororité devra survivre à l'inexorable marche de l'histoire. Rien que ça, voilà, je trouve ça incroyable. Il me tente voilà, énormément, donc il est sur ma wishlist. Autre roman sur ma wishlist, mais par contre, je suis vraiment pas fan de cette couverture, désolée. C'est paru le 9 novembre dernier aux éditions Poche, donc chez Pocket, pour l'honneur de tous les miens de Amanda Skenandor. Et cette fois-ci, en fait, on est à Philadelphie dans les années 1906. Pensant avoir laissé son passé derrière elle, on va suivre Alma qui vit à Philadelphie donc, et il y a un fait divers dans le journal qui va venir complètement bouleverser sa petite vie très tranquille. C'est la mort d'un agent fédéral, l'Indien accusé du meurtre risque la potence. En lisant cet article dans le journal, c'est donc tout son passé qui lui éclate au visage et cet Indien en fait elle le connaît, ou du moins elle l'a voilà, très bien connu par le passé et c'était il y a 20 ans. Et j'imagine qu'on va revenir un petit peu sur cette affaire, peut-être qu'elle va vouloir se battre pour lui. J'ai pas plus envie de lire que le résumé que ça, mais franchement, il me tente énormément. Le 16 novembre dernier est paru aux éditions Archipoche Le Chalet, qui est un suspense de Catherine Cooper. Il me tente beaucoup parce que voilà, on est dans une résidence de luxe, on a 2 couples et on a un crime visiblement parfait, cette ambiance en même temps très montagne, impeccable je trouve pour la saison. Voilà, on est en 1998 et on suit 2 frères, Will et Adam, qui vont emmener du coup leur petite amie dans une station de ski très huppée des Alpes. Et un jour, au retour d'un hors-piste assez particulier, il y a l'un d'eux qui va manquer à l'appel. Et en même temps, on a un flashback, donc ça c'est le flashback en 1998, et ensuite on revient en 2020 et on va suivre 2 couples qui ont loué dans la même station un chalet de luxe. 4 personnes sont liées d'une façon ou d'une autre au drame qui s'est passé donc en 98, et dans l'ombre, il y a quelqu'un qui connaît la vérité. Mais visiblement, voilà, il attend tout simplement aussi son heure pour pouvoir frapper, pour pouvoir peut-être faire disparaître l'une de ces 4 personnes. Enfin, franchement, il a l'air assez incroyable. Donc je me le suis mis en tout cas dans ma wishlist, vu qu'il est paru en format poche. Je trouve que c'est chouette. Le 16 novembre dernier est paru au format poche, et là pareil, j'aime pas du tout la couverture. Des meurtres qui font du bien, le tome 1 de Karsten Duss, donc chez Pocket, aux éditions Pocket. Cette saga de Cozy Mystery me tentait bien, je me disais pourquoi pas, mais par contre vraiment la couverture je peux pas. On suit en fait effectivement le premier tome d'une saga qui s'intitule Les meurtres zen, où visiblement tuer fait du bien. Enfin voilà, on est apparemment elle est en cours d'adaptation d'ailleurs sur Netflix, pour la plateforme Netflix, où c'est une saga qui mêle du coup crime et bien-être. La méditation de pleine conscience est ce qu'il vous faut sous la pression du coup d'une femme excédée à avoir supporté son mari trop stressé. On suit Born qui a décidé de sauter le pas et de consulter un coach afin de retrouver la paix intérieure. Mais visiblement c'est assez marrant, il y a pas mal d'humour parce que tout ce que dit le psy, il va le prendre vraiment au sens propre, et donc voilà. Je vous en dis pas plus, mais je sais qu'elle a eu pas mal une bonne presse cette saga, donc je me dis pourquoi pas. Le 22 novembre dernier est paru Chère Mamie, tu vas rire de Virginie Grimaldi au format poche, donc aux éditions Le Livre de Poche. C'est une parution où tous les bénéfices du coup sont renversés à l'association Les Maisons de Vincent. Et au niveau du pitch, on va suivre en fait un petit peu
des notes écrites si vous voulez par l'autrice pour sa mamie tout simplement, où elle va raconter un petit peu sa vie. Elle a un humour vraiment très chouette, Virginie Grimaldi, et je sais qu'il y a des fans en tout cas de l'autrice ici, donc voilà, si vous ne vous l'êtes pas encore procuré, n'hésitez pas parce que franchement il a l'air assez marrant. Voilà, j'aime beaucoup suivre sur Instagram l'autrice parce elle a mis en fait effectivement quelques petits extraits du livre, c'est vraiment très drôle, donc voilà, très contente de cette sortie. Et enfin on passe à décembre où je n'ai noté qu'une seule sortie parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal de sorties en septembre, octobre, je trouve un petit peu moins en novembre, enfin pour moi en tout cas elle est vraiment les sorties qui me tentaient beaucoup, voilà, ça a été surtout septembre et octobre. Donc pour le mois de décembre je n'ai juste noté que la sortie du tome 10 des Thés meurtriers d'Oxford qui donc s'intitule Bûche et embûche de H.Y. Anna. Alors je crois que c'est paru aux éditions City mais je suis pas sûre parce que là sur ce que j'ai sur internet c'est Diane Garo. Donc je sais pas mais je pense que c'est les éditions City et visiblement ce tome là peut se lire indépendamment des autres tomes. Ça va paraître, enfin c'est paru au moment où du coup je filme ma vidéo le 6 décembre dernier, donc c'est déjà sorti et si vous êtes fan en tout cas de la saga, bah, franchement foncez. Moi j'avais beaucoup aimé le tome 1. J'ai trouvé vraiment très chouette, une vraie saga de Cozy Mystery comme on aime, avec tous les ingrédients qui sont réunis, avec un personnage féminin très très chouette ou fort en caractère et surtout très déterminé, qui enchaîne un petit peu les problèmes dans sa vie, les gaffes, etc. et qui tient en fait un salon de thé. Et non, j'aimais beaucoup, en même temps il y avait une histoire avec le chat, etc. Enfin c'était très chouette. Donc voilà, j'ai noté que cette sortie pour décembre en tout cas. Et j'ai hâte de continuer cette saga. Voilà, ma vidéo est désormais terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'ai voilà, un petit peu eu de mal à trouver des sorties pour le mois de novembre et de décembre comme vous avez pu le remarquer. Je trouve qu'en fin d'année, enfin novembre-décembre, il y a un peu moins de sorties qui me tentent. La majorité en fait des sorties c'est quand même soit en début d'année, donc janvier, février, mars, soit voilà, août, septembre, octobre. Bon, c'est un petit peu les deux moments aussi je pense de la rentrée littéraire, parce qu'on a la rentrée littéraire d'hiver et de septembre. Mais franchement des belles parutions quand même je trouve aussi, et j'ai pu vous en présenter du coup certaines que j'ai déjà lues, donc je pense que ce sera quand même assez chouette pour vous. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici, n'hésitez pas du coup à me mettre en commentaire les sorties qui vous ont tenté là en cette fin d'année. Je vous souhaite en tout cas de belles fêtes de fin d'année et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.